je dois dire en premier lieu que l'exposé est fortement influencé par les travaux de Ruth Dukes, ici présente. Ruth a publié des documents, des recherches très importantes sur the Labor Constitution et un peu comme moi, elle partage un intérêt pour remonter aux sources de la réflexion en matière de droit du travail, sciences sociales aussi touchant au droit du travail. Donc, elle a contribué à un retour vers Hugo Sinsheimer, qui est le fondateur de la discipline de la science du droit du travail dans une perspective européenne centrée sur les rapports collectifs de travail. Donc, un auteur très, très important, Hugo Sinsheimer. Et par la suite, elle a attiré mon attention, croyez-le ou non, sur Max Weber, ses travaux initiaux que j'avais un peu négligés pour me concentrer sur plus les travaux de la maturité. Mais il y a des choses très intéressantes pour nous, juristes du travail, qui apparaissent dans les travaux de jeunesse de Max Weber. Alors, donc, l'exposé est un peu théorique, malheureusement. Il est encore temps de sortir de la salle. Mais ça va être assez théorique parce que je pense que c'est important quand on parle de constitution du droit du travail, de nouvelle constitution du droit du travail, il faut savoir un peu de quoi il en retourne exactement. Et m'inspirant de Ruth Dukes, je suis retourné aux sources. Le concept de constitution du travail, Arbeitsverfassung en allemand. Et pourquoi en allemand? Parce que c'est apparu en Allemagne, dans les sciences sociales naissantes. Donc, on le retrouve pour l'une des premières fois, à ma connaissance, chez Max Weber. Max Weber, en 1864, mort en 1920, a fait des travaux dans sa période d'écrit de jeunesse, très intéressant pour nous travaillistes, qui porte sur la situation des travailleurs agricoles dans les régions de ce qui était à l'époque l'Est de l'Allemagne. Ça n'a rien à voir avec l'Allemagne de l'Est actuelle. Et ces travaux sont très impressionnants du point de vue empirique. Et même si Weber, à ce moment-là, se définissait comme un économiste plutôt qu'un sociologue, ça va être plus tard le tournant vers la sociologie, ces travaux relèvent nettement de la sociologie économique. Donc, je vais présenter très rapidement ce qu'on peut retenir de Max Weber au niveau de la notion de constitution du travail, pour ensuite dire quelques mots de Hugo Sinsheimer, qui est un contemporain de Weber. Il est né en 1875, mort en 1945, il était social-démocrate juif. Il n'a pas survécu à la période de la Seconde Guerre mondiale. Et chez Sinsheimer, la notion de constitution du travail, et Sinsheimer a beaucoup contribué à populariser cette notion, revêt un sens qui est fort différent de celui qu'on retrouve chez Weber. Alors, dans un premier temps, un déblayage conceptuel. Dans un second temps, une application, mais très, très succincte, à la situation de la constitutionnalisation du droit du travail au Canada, au Québec. Et je vais parler strictement, parce que je n'ai pas le temps de faire le tour de tout, hein? Donc je vais me centrer strictement sur un aspect, le travail, la situation des travailleurs agricoles migrants au Québec, dont on sait que Gilles Trudeau, ici présent, a été un défricheur de ce domaine du droit, puisqu'à ma connaissance, il a été le premier à publier un article sur le salariat agricole dans la revue Relations industrielles. Bon.
Et quand même, ça se défend au niveau de la constitutionnalisation du droit du travail, puisque les premières, la première décision annonciatrice d'un changement de paradigme en droit constitutionnel du travail au Canada, ben, c'est la décision Dunmore, qui date de 2001 et qui amorce un changement, une évolution d'une approche purement formaliste et finalement indifférente au rapport de travail collectif entre employeurs et salariés, qui avait été la position de la Cour suprême depuis 1987. Ben, avec Dunmore, il y a un tournant vers une approche davantage collective et une approche davantage réaliste de ces rapports qui va ouvrir la voie à la décision fondamentale de 2007 dans BC Health Services. Donc, brièvement, sur Weber, ses travaux sur la situation des travailleurs agricoles dans l'Est de l'Allemagne, Weber analyse 650 questionnaires d'une enquête globale très détaillée de 3000 questionnaires qui avaient été adressés aux exploitants agricoles dans l'ensemble de l'Allemagne. Lui, on le charge d'étudier 650 de ces questionnaires qui concernent l'Est de l'Allemagne, où il y a la grande propriété terrienne et où c'est toujours l'héritage du système féodal, transformé bien sûr, mais ce sont les grands propriétaires terriens, c'est l'aristocratie régionale. Alors, au moment où Weber s'attaque avec grande énergie à cette recherche, il y a 50% de l'activité économique en Allemagne qui est encore de type agricole, et il va décrire de manière magistrale, sur la base d'une analyse extrêmement détaillée, des réponses au questionnaire qui étaient déjà passablement volumineux. Donc, il en vient au constat d'une dégradation continue des conditions de travail agricoles. Ça s'explique par le passage d'un mode patriarcal de domination par les seigneurs issus de la féodalité à des relations de travail purement de type capitaliste. Hein, pour faire face à la concurrence étrangère, les propriétaires terriens font de grands investissements en capital, mécanisation, intensification du travail, rendement accru, et on se retrouve dans un contexte capitaliste. S'entraîne une dégradation continue des conditions du travail agricole. On est loin du paternalisme qui existait entre seigneurs et paysans, où il y avait des obligations réciproques. Ça entraîne un exode rural et l'arrivée massive d'une main-d'œuvre immigrante qui est essentiellement russe et polonaise, qui est très docile et qui est corvéable à merci, parce que sinon, si ça ne fonctionne pas, tout simplement, ils sont expulsés. Tout simplement sur un mot du propriétaire terrien, c'est l'expulsion de l'Allemagne. Quelques caractéristiques de l'analyse de Weber, ben, je ne peux pas rentrer dans le détail. La constitution du travail, c'est un idéal type, c'est-à-dire une stylisation de la réalité empirique qui est utilisée comme outil heuristique pour, par exemple, à l'aide de sous-types idéaux comme domination patriarcale, domination dans le cadre de relations capitalistes, qui est utilisé pour montrer l'évolution dans un champ d'activité économique déterminé. Alors, on est carrément sur le plan sociologique, en ce sens que constitution du travail, pour Weber, même s'il y a une certaine stylisation, il y a toujours une distance, vous le savez, entre la conceptualisation et le réel empirique, réel des fois entre guillemets d'ailleurs. Donc, on est sur le plan sociologique parce que l'intérêt de Weber, c'est comprendre, expliquer, décrire des rapports empiriques. Comment ça se passe en réalité, les rapports de travail et qu'est-ce qu'on peut en dire au niveau de l'évolution et des conséquences sur la main-d'œuvre, sur les conditions de travail, etc. Le droit joue un rôle important, 5 minutes, dans cette notion. On dit que le temps passe vite, c'est quand même incroyable. Toujours, Michel. Oui, c'est toujours. Hein? J'en suis à la page 2 de 26 pages. Alors, bon,
On pourra en parler à la pause. Donc, concept empirique chez Weber. Chez Sinzheimer, on y va rapidement. Sinzheimer, ce n'est pas constitution du travail, et parfois il se réfère à la nouvelle constitution du travail. Ce n'est pas un concept empirique, c'est un concept normatif qu'il utilise pour décrire l'état du droit du travail. C'est comme un concept d'ensemble qui chapeaute les conditions de travail, bien sûr, après la Révolution de novembre 1918 en Allemagne. Donc, les idées de Sinzheimer ont été largement reprises. D'ailleurs, il a rédigé lui-même des articles de la Constitution de Weimar qui portent sur les relations de travail, les conditions des travailleurs. Donc, on peut dire que c'est un concept qui est dogmatique, au sens de la dogmatique juridique. Il y a aussi un second sens, parce que Sinzheimer, hein, comme socialiste, est intéressé à une transformation radicale des rapports de travail. Ça commence avec la République de Weimar, mais c'est un développement qui rapidement va être enrayé. Donc, on retrouve aussi l'idée d'idéal, donc qui relèverait plus de la politique que du droit, c'est-à-dire notamment l'idée d'une nouvelle constitution du travail. On a des rapports qui sont X, mais il faut viser à une transformation dans le sens d'une émancipation des travailleurs qui va dans un sens différent. Là, il doit me rester 10 minutes. Non, 3. 3 minutes, formidable. Alors, qu'est-ce qu'on peut... En quoi c'est utile pour l'étude Québec-Canada? Bien, je ne peux pas faire état du travail en cours, mais évidemment, on passe très aisément des analyses de Weber, même si elles datent du 19e siècle, de l'évolution du travail agricole en Allemagne, à l'évolution qu'on va connaître à peu près un siècle plus tard, ici au Québec, hein, après la Seconde Guerre mondiale, mais ça s'accélère à l'occasion de la Révolution tranquille, c'est-à-dire un passage d'un mode patriarcal de production agricole axé vers la petite ferme autosuffisante et donc la satisfaction des besoins avec quelques surplus qui vont vers les marchés, à une industrie agricole qui est de type capitaliste avec de forts investissements en capital, une hausse considérable du rendement des terres, la spécialisation de la production. Et c'est là, autre parallèle qu'on peut faire avec les travaux de Weber, c'est là qu'intervient l'apport de travailleurs agricoles migrants. Hein, parce qu'on n'a plus besoin de main-d'œuvre à l'année dans le secteur horticole en particulier, pas dans tous les secteurs, mais dans le secteur horticole en particulier, qui est quand même, qui est quand même une grande partie de la production. On a besoin de cette main-d'œuvre agricole migrante parce que le travail est extrêmement pénible, éloignement, logement, on en parle à peine, une rémunération au salaire minimum. Et finalement, la main-d'œuvre locale, bien sûr, n'est pas intéressée à travailler dans des conditions qui sont un travail très ardu. Par contre, il y a des ententes qui ont été faites avec le Mexique, Guatemala, la Jamaïque, etc., etc., soit par l'État canadien, soit par des acteurs qui sont au Québec, des émanations des fédérations de producteurs agricoles, de l'UPA, finalement, comme Ferme, par exemple. C'est l'organisme qui s'occupe de tout ça. Donc, on se retrouve avec une main-d'œuvre immigrante ou migrante. Les migrants sont embauchés et retournent dans leur pays sur une base saisonnière, mais ils peuvent revenir si l'exploitant agricole donne une bonne évaluation de son salarié. Sinon, il va être difficile pour eux de revenir. Et il y a aussi des immigrants qui sont embauchés qui se trouvent ici pour immigrer, qui sont embauchés sur une base journalière pour travailler, véhiculer
dans les fermes horticoles en particulier. Bon, je termine sur... Oui, comme il reste 0 minute, je termine par presque... enfin, un très bref développement. On sait qu'au Canada, Québec, il y a eu un mouvement de constitutionnalisation du travail avec des décisions très importantes de la Cour suprême, des contestations judiciaires en cours au Québec ou qui ont déjà donné certains résultats, mais qui sont sujets à révision judiciaire, appel, etc. Par exemple, syndicalisation des cadres, des exigences en matière de négociation collective, les services essentiels dans le domaine de la santé, etc., etc. Là, on peut dire qu'il y a une certaine effectivité, mais qu'il faut mesurer sur le plan empirique de décision de ce mouvement de constitutionnalisation du droit du travail. Mais dans le domaine du travail agricole, en dépit de litiges qui remontent à 25 ans, si on regarde l'Ontario, la situation concrète n'a pas changé d'un iota pour ce qui est des travailleurs agricoles migrants au Québec. Ils sont toujours privés du droit à la syndicalisation et n'ont aucune voix, finalement, auprès de l'employeur. Donc, pour conclure, en revenant sur l'aspect conceptuel, j'utilise prioritairement la notion de constitution du travail dans un sens sociologique, m'inspirant de Weber, mais je ne veux pas me priver non plus de la force évocatrice de l'idée d'une nouvelle constitution du travail, et là, reprenant le concept à Sinsheimer. Comment concilier les deux? Ben, on pourra en parler pendant la période de questions. Voilà, merci Michel. Grégor, tu te proposais de résumer en 2-3 phrases. Michel finds that he's been treated very unjustly because he needs much more time to speak about Weber, Sinsheimer, and the constitutionalization of labor. That was the subtext. Oh, sorry. Yes. Basically, Michel gives a heads up to Ruth Dukes, who is here present as a mentor, because both of them drink at the fountain of youth, which is Sinsheimer. Quickly, Gregor. And so the reason he says that is because Ruth pointed out some early work of Max Weber, which has inspired Michel in his thinking about agricultural work in Quebec. And what he wants to link that to notions of constitutionalization of labor, drawing on both Weber and Sinsheimer. Weber, the interesting thing is that in his very early work, the young Weber analyzed 650 questionnaires on agricultural work in Eastern Germany, mostly working on large holdings. And at that time, agriculture represented 50% of the labor force. And he, through the analysis of these questionnaires, noted that there was a continuous degradation of working conditions in the transition from a feudal, patriarchal, paternalist system to capitalist labor relations, and with the large-scale entry of Polish migrant workforce characterized by very arbitrary treatment. He then jumps to Sinsheimer and talks about the dual notion of a new constitution of labor, one being a normative construction, and he had a role in the drafting of the Weimar Constitution, so it's really judicial doctrine in a classic sense. And the second aspect being its aspirational targeting of a transformation for labor. So he brings this over to Quebec, Canada, and looking at how it's relevant 1 century later when we're still looking at migrant work. And despite the movement, and characterized as well from this transition from the family farm to an agricultural industry with its high intensity, higher productivity, more capitalistic labor orientation, and the problem of finding a labor supply when domestic labor doesn't necessarily want to do this seasonal work, and therefore international agreements and intermediaries to supply seasonal labor from the global south. And despite the move that he's written about towards a form of constitutionalization of labor in Canada through the Dunmore decision and BCE Health Services and so on, the agricultural workforce remains outside of this constitutional moment, and that's what we need to think about.